Bonjour, bonjour, vous êtes sur le podcast de l'externe. Aujourd'hui, on fait l'item 235 sur la péricardite aiguë. Alright, let's go, buddy. On, on fait ce petit chapitre sur la péricardite aiguë. Et au moment où tu écoutes cet épisode, je suis sans doute en train de me faire opérer le genou, me faire charcuter bien méchamment par le chirurgien orthopédique. Voilà. Si tu te rappelles, dans les débuts de la création du podcast, j'avais fait rapidement un chapitre sur, les pathologies ligamentaires du genou et oui, effectivement, je m'étais rompu le ligament croisé antérieur et c'est aujourd'hui le grand jour de l'opération qui annonce une longue période de convalescence et là, ça fait pas plaisir du tout. Bon bref, trêve de blabla, parce que ça vous intéresse sans doute pas du tout, du tout. Donc on va parler aujourd'hui de péricardite aiguë. On a fait il y a 2 jours l'item sur les épanchements pleuraux et bien maintenant on va parler de l'épanchement du péricarde. Voilà, pour rester dans le thème des liquides, qui ne sont pas censés être présents. Voilà. Je sais pas trop comment l'expliquer mais bon, vous avez compris l'idée. Allez, on remercie Jennifer Cotella qui, est une contributrice, à la rédaction de cet item. Voilà et elle a fait, le début du chapitre sur la définition d'une péricardite aiguë. Donc Jennifer, elle a bien respecté le sommaire d'un item, donc on la remercie, merci à elle. Allez, donc la péricardite aiguë, c'est l'inflammation aiguë des feuillets du péricarde. Heu, Elle peut être, cette inflammation aiguë, être accompagnée d'un épanchement péricardique ou non. S'il y en a pas, on parle de péricardite sèche, et si elle est associée à une élévation de la troponine, eh bien, on pourra parler dans ce cas-là de myopéricardite et donc on aura une atteinte du myocarde également. Alors je mets mon téléphone en silencieux parce qu'il est en train de nous casser les bonbons. Voilà. Allez, quels sont les symptômes et les signes cliniques d'une péricardite aiguë? Donc déjà, on va avoir premièrement des signes généraux. Donc là, on aura une fièvre modérée, qui est parfois absente d'ailleurs, ou au contraire présente d'emblée, qui est associée à des myalgies, donc des douleurs musculaires bien sûr, et une asthénie. Oh là, je ne vais pas faire l'affront de vous expliquer ce que c'est l'asthénie. C'est qu'on est fatigué. Voilà, je le fais quand même, allez. Les signes fonctionnels. Donc on aura une douleur thoracique qui sera soit rétrosternale, soit précordiale gauche, donc côté du cœur. C'est une douleur qui sera permanente, résistante à la trinitrine, qui peut du coup la dissocier, d'une pathologie de sténose coronaire. La douleur sera majorée en décubitus dorsal, à l'inspiration profonde également et à la toux. C'est une douleur qu'on décrit comme impulsive du coup. Et cependant, elle est calmée par la position assise penchée en avant, donc lors de l'antéflexion. Donc ça, c'était le premier signe fonctionnel, la douleur thoracique. Deuxième signe fonctionnel, ce sera la dyspnée, qui est également soulagée par la position assise penchée en avant, donc l'antéflexion. Ou comme autre signe fonctionnel, en dehors de la dyspnée, on peut avoir une toux sèche, une dysphonie, voilà donc trouble de la parole, de la voix plutôt et plus rarement, on peut avoir l'apparition d'un hoquet, voilà. Les signes physiques maintenant, donc à l'examen clinique, on aura un frottement péricardique qui sera précoce, râpeux, systolo-diastolique, donc qui dure toute la séquence de contraction du cœur. Ce frottement péricardique va varier dans le temps et dans les positions. Ça va ressembler, alors attention à tous les amoureux de la sémiologie, à un crissement de cuir neuf ou un frottement non, un froissement de soie, la soie quoi, le tissu et ce sera inconstant et fugace. Ouais, ça c'est magnifique, vraiment.
Voilà, ça vous pouvez le dire, sur une observe là, ça sera vraiment, ça fera, obtenir au senior une demi-molle, je pense. L'absence du frottement péricardique cependant n'élimine pas le diagnostic. Voilà. On aura ensuite comme autre signe physique des signes d'épanchement pleural qui pourront être parfois associés. Et donc là, on l'a vu dans l'épisode précédent, ce sera notamment la disparition du murmure vésiculaire et une matité à la percussion. Voilà. On a, la nécessité d'obtenir au moins 2 des critères suivants pour confirmer le diagnostic. Donc parmi ces 4 critères, il en faut au moins 2. Une douleur thoracique évocatrice, donc comme on l'a vu juste avant, le frottement péricardique, un, crissement de cuir neuf et cetera. Des modifications d'ECG qui sont typiques, voilà, on va y revenir un petit peu plus tard, je pense. Et 4e critère, l'épanchement péricardique. Donc il en faut au moins 2 pour confirmer le diagnostic. Alors maintenant, un petit peu, on va voir les signes de gravité de la péricardite aiguë et savoir appeler en urgence pour un drainage de l'épanchement. Alors, donc là, eh bien, les signes de gravité, ce seront tous les signes qui vont évoquer une tamponnade ou une myocardite associée. Au niveau de la clinique, donc ce sera tous les signes d'insuffisance cardiaque droite, aiguë, voilà, donc pas, qui se différencie de l'insuffisance cardiaque chronique. Donc là, on aura une turgescence jugulaire et un reflux hépato-jugulaire notamment. Les signes de choc seront également des signes de gravité, donc une tachycardie, une pression artérielle systolique inférieure à 90 millimètres de mercure, des marbrures, des extrémités froides, etc. On aura un pouls paradoxal. Un pouls paradoxal, c'est quoi? C'est quoi cette définition-là qu'ils expliquent là? C'est pas bon, je sais pas, il y a une faute, dans le truc, je n'arrive pas à comprendre. Mais en gros, c'est une augmentation de la pression artérielle systolique, il me semble, de 10 millimètres de mercure à l'inspiration. Voilà. On aura ensuite dans les signes cliniques une fièvre supérieure à 38 degrés, qui sera également un signe de gravité. Sur la bio, on aura une élévation de la troponine qui traduira une myocardite associée. Voilà, signe de gravité. À l'ECG, eh bien, on aura un microvoltage et une alternance électrique, qui est signe de tamponnade avec le swinging heart. Des troubles du rythme ventriculaire également pourront être signe de myocardite. À l'échographie, un épanchement de plus de 20 millimètres sera, signe de gravité également, avec une compression des cavités droites. Tout ça, ça devra, faire en sorte bien qu'il faut appeler en urgence pour, drainer l'épanchement. Allez, les modalités d'interprétation de l'ECG maintenant et également du bilan biologique initial, donc les examens complémentaires, de première intention. L'ECG, il peut être déjà normal et donc là, dans ce cas, il doit être répété. Les signes précoces qu'on va voir sur l'ECG quand il y en a, ça va être un sous-décalage du segment PQ, et une tachycardie sinusale. On aura également des anomalies diffuses non systématisées, avec une évolution classique en 4 stades. Le stade 1, ça va être un sus-décalage du segment ST qui sera concave vers le haut, il sera diffus, il n'y aura pas de miroir, pas d'onde de Q et des ondes de T qui seront positives le premier jour. Voilà, donc le stade 1, c'est le premier jour, c'est tout ce qu'on vient de décrire. Le stade 2, ça va être des ondes de T qui s'aplatissent entre la 24e et la 48e heure, donc à 1-2 jours après, le début des symptômes. Le stade 3, là, les ondes de T ne seront plus plates, elles seront négatives et ça, c'est au cours de la première semaine. Et le stade 4, c'est la normalisation des ondes de T au cours du premier mois. Voilà un petit peu le cheminement, des signes qu'on retrouve sur l'ECG, dans la péricardite aiguë.
Allez, si on a un épanchement abondant, on aura sur le CG un microvoltage du coup, avec une amplitude du QRS qui sera inférieure à 5 millimètres et inférieure à 10 millimètres du coup, dans les dérivations périphériques et précordiales. Donc moins de 5 millimètres dans les dérivations périphériques, moins de 10 millimètres dans les dérivations précordiales. On pourra avoir également, si on a un épanchement abondant, une alternance électrique. Donc là, il nous l'écrit ici, c'est l'équivalent électrique du swinging heart qu'on retrouve à l'échographie. Et donc là, dans ce cas, on aura des QRS qui seront d'amplitude variable. Voilà pour l'électrocardiogramme de la péricardite aiguë. Au bilan biologique initial, on aura déjà des marqueurs inflammatoires, donc une NFS qui aura du coup une hyperleucocytose, etc. Et une CRP qui sera augmentée. Voilà. On aura également des marqueurs de la nécrose myocardique, si, on a une myocardite associée notamment et donc on aura les troponines qui seront augmentées. Ça, il faut le rechercher systématiquement. Donc bon, en général, quand on a un patient qui arrive avec une douleur tôt, on fait un bilan cardiaque, enfin bilan biologique pardon, où on met la troponine. Et donc ça va être un signe de gravité, voilà, plus, plus, plus. On va faire également le ionogramme sanguin et la créatinine où ça va nous servir en fait pour rechercher l'insuffisance rénale avant de pouvoir prescrire des AINS. Donc là, voilà, on a quelques images, d'électrocardiogramme avec notamment le sous-décalage du PQ. Voilà, donc ça c'est un signe important qu'on remarque pas tout le temps. Après on a, un ECG avec un sus-décalage du segment ST au cours de la péricardite et donc on voit bien par contre, le sus-décalage, ST qui est concave vers le haut. Voilà. Allez, maintenant on passe sur une, petite, partie concernant l'intérêt diagnostique de la ponction péricardique. Donc là, eh bien, c'est ce qu'on appelle le drainage péricardique. Il va se faire soit par voie percutanée, soit par voie chirurgicale et là, il est indiqué en urgence si on a une tamponnade ou après, dans les autres cas, on peut en discuter si on a un retentissement hémodynamique à l'échographie avec une tension artérielle conservée. Ce drainage péricardique va parfois également être indiqué en cas d'épanchement abondant chronique, sans étiologie évidente. Donc là, par voie percutanée, ce qui s'appelle également la péricardiosynthèse, c'est à privilégier si le patient est instable et donc là, ça va se faire par une ponction sous-sternale à l'aiguille et ce de manière écho-guidée. Donc on va faire une échographie cardiaque en même temps. La voie chirurgicale va être, à privilégier si on a une suspicion d'épanchement purulent. Pourquoi? Parce que tout simplement, ça permet la pose d'un drain de plus gros calibre pour que ça puisse s'évacuer plus facilement. Voilà, dans tous les cas, on va faire une analyse du liquide drainé, voilà, tant qu'à faire et donc là, on va faire une analyse bactériologique, virologique et cytologique et tout ça, ça permettra bien sûr d'apporter les éléments au bilan étiologique. Voilà. Alors, on va parler un petit peu maintenant de l'imagerie et des objectifs, voilà, dans l'exploration d'une péricardite aiguë. Donc là, les 2 principales, imageries, ce sera la radio thoracique et l'échocardiographie. Donc à la radio de thorax, eh bien, elle sera souvent normale. Voilà, on peut observer parfois une rectitude du bord gauche, voilà, ou, ce qui s'appelle un cœur en carafe quand l'épanchement est abondant. Voilà, on peut obtenir parfois également un épanchement pleural, qui peut être associé. Donc ce qui va être le plus utile, ça va être en fait l'échocardiographie. Donc parfois elle peut être normale, en cas de péricardite sèche notamment, puisqu'on n'aura pas d'épanchement. Quand on a un épanchement péricardique, on aura un décollement des 2 feuillets péricardiques avec un espace clair, au milieu, qui sera vide d'écho du coup, donc avec, une substance anéchogène, voilà, entre les 2 feuillets péricardiques. Merde, j'ai fait une bêtise, voilà, hop. Donc avec, cette échocardiographie, on pourra apprécier l'abondance de l'épanchement, donc il sera minime si on a moins de 10 millimètres. Il sera modéré si on a entre 10 et 20 millimètres et il sera abondant si il fait plus de 20 millimètres.
Voilà. On pourra, vérifier la localisation de l'épanchement et le retentissement hémodynamique, notamment avec la compression des cavités cardiaques ou des signes de constriction, voilà. Donc on pourra voir un petit peu comment l'épanchement, quel effet il a en tout cas sur, l'hémodynamisme. On observera également un épaississement du péricarde et on peut voir une masse péricardique dans le cas d'une étiologie tumorale notamment. Voilà, et donc là, on a une petite image d'échocardiographie où l'on voit, un épanchement péricardique, voilà, qui est montré par la flèche et ça s'est effectué là en vue parasternale. Je le mettrai bien sûr dans, le post Insta. Allez, donc là, on a de nouveau, l'image, de l'ECG. Je ne sais pas si c'est la même ou pas, ça en est peut-être une autre, c'est celle-ci. Je la mettrai au-dessus, voilà, tant qu'à faire, comme ça, plus on a d'images, plus on peut s'y familiariser. Et donc on voit bien le sus-décalage du segment ST qui est concave vers le haut, diffus, non systématisé à un territoire du coup, et il n'y a pas de miroir, ni d'onde Q de nécrose et pas de sous-décalage du segment PQ. Ah si, on a justement le sous-décalage du segment PQ. Voilà. Ouh, il fait un bel orage dehors. J'espère que le réseau ne va pas sauter. Bon, sinon c'est pas bien grave. Allez, maintenant, on va évaluer un petit peu, enfin, à savoir comment évaluer les risques de complications et du coup déterminer si ça va nécessiter une hospitalisation ou pas. Alors déjà, eh bien, on va s'appuyer sur le tableau clinique qui va pouvoir orienter ou pas vers une étiologie spécifique. Les risques de complications, ça va être les patients hyperalgiques malgré une première dose d'AINS. La présence de facteurs prédictifs de tamponnade, donc là, ce qui va pouvoir, dire si on a une tamponnade ou pas, ça va être une fièvre qui est supérieure à 38°, des symptômes qui sont présents depuis plusieurs semaines, un patient immunodéprimé, un patient également sous anticoagulant oral et un patient qui a eu un traumatisme thoracique, par exemple. Donc là, c'est des facteurs prédictifs de tamponnade. Si on a une myocardite associée, donc là, si tu as bien suivi, c'est quand on a une élévation de la troponinémie. Voilà, signe de complication qui va nécessiter une hospitalisation. Si l'épanchement péricardique est abondant, donc là aussi, si tu as bien suivi, c'est quand il est supérieur à 20 millimètres. Quand il y a une tamponnade et quand il y a une résistance au traitement anti-inflammatoire, donc que ce soit par aspirine ou par AINS, et ce traitement, il faut qu'il soit bien conduit depuis 7 jours. OK. Alors maintenant, on va voir un petit peu l'étiologie de la forme clinique usuelle. Donc c'est la péricardite aiguë virale. Ça, c'est le cas le plus fréquent. Ça représente, non, je sais pas, en fait, c'est juste que c'est bénin dans 90 des cas. J'ai pas l'épidémiologie. Ça correspond généralement à un épanchement lymphocytaire qui est non purulent. Voilà, le tableau clinique est typique, donc ça va être un épisode pseudo-grippal qui est récent. Ça va toucher notamment le jeune adulte, homme, généralement sans antécédents cardiologiques notables. Il y a une récidive ou des rechutes fréquentes, donc jusqu'à 30 à 50 des cas et la tamponnade sera rare, donc on aura un petit épanchement la plupart du temps. Voilà, donc c'est l'étiologie virale, la péricardite aiguë virale. Le bilan étiologique viral et auto-immun n'est pas nécessaire dans les formes simples. La virologie est le plus souvent négative, voilà, mais on peut faire des sérologies qui doivent être répétées à 15 jours d'intervalle en cas de doute. En pratique, ce n'est pas réalisé, voilà, mais on peut le faire pour valider le diagnostic, voilà, tous les 15 jours en cas de doute. Les virus impliqués, ça va être notamment bon, il y en a plein, hein, ça peut être tous les virus presque en fait, l'entérovirus, donc la Coxsackie A et B, l'écovirus, l'adénovirus, le cytomégalovirus, le parvovirus B19, le virus Epstein-Barr, l'herpès, le VIH, l'hépatite C, influenza, le coronavirus, voilà, c'est pour ça qu'on en a vu pas mal avec le Covid-19, et cetera, et cetera.
Voilà, pour avoir le diagnostic de certitude, on peut faire une PCR sur le liquide de l'épanchement ou de la biopsie péricardique, mais en pratique, c'est rarement réalisé compte tenu d'une part du caractère invasif de l'examen, il faut la ponction péricardique, et de l'absence d'implication thérapeutique dans une forme bénigne. Voilà, donc même si on a le diagnostic, ça va pas nous apporter grand-chose pour le traiter, si c'est une forme bénigne. Voilà. Alors, maintenant, on va voir un petit peu les étiologies de la péricardite, mais cette fois-ci au cours d'un infarctus du myocarde. Donc ça peut être 2 étiologies, une péricardite précoce ou une péricardite tardive qui sera appelée le syndrome de Dressler. Alors la péricardite précoce, elle apparaît entre le J3 et le J5 après l'infarctus. Donc là, ça se fait au décours d'un infarctus transmural et donc là, on a un hémopéricarde en fait qui se fait par effusion. L'évolution, elle est le plus souvent favorable si, l'épanchement est minime et on peut faire une chirurgie en urgence en cas de rupture myocardique. Voilà. Donc ça, c'était pour la péricardite précoce, J3 à J5. Pour la péricardite tardive, donc là, elle se fait entre la deuxième et la 16e semaine. Donc c'est le syndrome de Dressler. Et là, ça va associer classiquement un tableau avec de la fièvre, une pleurésie, des arthralgies, un AEG, enfin une AEG, pardon, un syndrome inflammatoire important et un allongement de l'espace QT à l'ECG. Ce qui est plutôt rare de nos jours, en fait, donc on ne va pas l'observer souvent. Voilà. Donc, on va voir un petit peu maintenant les étiologies des formes cliniques les moins fréquentes. Donc ça peut être une péricardite bactérienne. Donc là, on aura un épanchement qui sera purulent. C'est plus rare, mais c'est aussi plus grave. On aura une forte fièvre là, qui sera supérieure à 39 degrés cette fois-ci. Les germes qu'on peut retrouver, c'est les staphylocoques, les pneumocoques, les streptocoques, des bacilles gram-négatifs, également des champignons. Voilà, donc pareil, ça peut être, voilà, enfin plein de molécules différentes, de germes différents. Ça atteindra notamment les sujets qui seront immunodéprimés ou porteurs d'infections sévères, une septicémie, une infection pleuropulmonaire ou après souvent une chirurgie cardiaque ou thoracique. Le pronostic là est assez sévère. L'évolution fréquente, c'est la tamponnade ou la constriction péricardique. Le traitement, eh bien, ça sera une antibiothérapie adaptée aux germes qu'on va retrouver dans le liquide péricardique lors de la ponction. Donc là, on va la faire la plupart du temps. Le drainage chirurgical sera d'ailleurs souvent nécessaire, parce qu'on a vu qu'il faut un drain de plus gros calibre, donc on le fait souvent par chirurgie. Voilà pour la péricardite bactérienne. Pour la péricardite tuberculeuse, c'est plus rare aussi que la virale. Donc là, c'est une péricardite qui est subaiguë, voilà, donc qui évolue un petit peu plus sur le long terme. Elle sera liquidienne, souvent avec une AEG et une fièvre modérée qui sera persistante. Voilà, le contexte, eh bien, ce sera la tuberculose, bien sûr. Voilà, dans les cas de contagion ou également d'immunodépression. On aura des anomalies pulmonaires associées. Il va falloir rechercher, le bacille de Koch, voilà. Comme signe, on pourra avoir des calcifications péricardiques. On aura une évolution fréquente vers la tamponnade et la constriction péricardique aussi, comme pour la péricardite bactérienne. Et donc là, le traitement, ça sera des antituberculeux, plus ou moins des corticoïdes. Voilà, voilà pour la péricardite tuberculeuse. Ensuite, on peut avoir une péricardite néoplasique, voilà, on l'a un petit peu évoqué déjà. Le liquide sera souvent hémorragique, voilà, donc là, on pourra être orienté en fonction du contexte, de l'AEG notamment. Voilà, le plus souvent, ça sera lié à une localisation secondaire, voilà, donc ça peut concerner tous les cancers, mais plus fréquemment un cancer primitif pulmonaire ou les lymphomes. Ça va faire souvent des péricardites, néoplasiques. Voilà. Et ça peut être, également un mésothéliome, donc un cancer primitif du péricarde, mais c'est plus rare. L'évolution fréquente, elle se fait vers la tamponnade et également la récidive et donc là, il faudra faire un drainage chirurgical pour le traiter, heu
avec, plus ou moins une fenêtre péricardique, donc une ouverture dans le péricarde pour, se faire évacuer l'épanchement. Voilà, après on peut avoir des péricardites dans les maladies de système ou les maladies auto-immunes. Ça pourra être notamment dans le cas du lupus. Voilà, ça va être, associé à une pleurésie, quand c'est dans le lupus, par exemple, et donc il y aura aussi un contexte évocateur, bien sûr. Voilà. On peut aussi avoir des péricardites radiques, donc liées à la radiothérapie notamment. Là, ce sera, bah, dans les radiothérapies médiastinales, ou du sein, notamment le sein gauche, pour traiter les cancers. Là, le risque d'évolution, ça sera la péricardite chronique constrictive. Voilà, et après il y a d'autres étiologies qui sont rares aussi, mais on peut l'avoir notamment dans l'hypothyroïdie, des étiologies médicamenteuses, une amylose cardiaque, une dissection aortique et là, dans ce cas, c'est un vrai signe de gravité. Dans l'insuffisance cardiaque, on peut avoir une péricardite. Dans l'hypertension pulmonaire, ça peut être une cause traumatique aussi, une insuffisance rénale chronique terminale et ça peut être aussi congénital. Voilà, notamment dans les agénésies partielles ou complètes et aussi des kystes. Voilà, voilà, donc la péricardite, on peut la retrouver dans plein de cas différents. C'est pour ça que, on peut souvent l'obtenir. Allez, on va finir, tranquillement par, les traitements de la péricardite aiguë, qui est bénigne. Donc ça va être, globalement le repos avec un arrêt du sport et donc là, la durée minimale d'arrêt du sport sera jusqu'à la résolution des symptômes après la normalisation de la CRP, des signes qu'on peut avoir à l'ECG et de l'échocardiographie, de l'ETT. En pratique, c'est à peu près 3 mois d'arrêt du sport. Voilà. Ensuite, on va mettre un double traitement anti-inflammatoire. Donc ça sera des AINS, surtout, l'aspirine avec, 1 gramme 3 fois par jour. Ça peut être également de l'ibuprofène, donc là c'est, 800 milligrammes 3 fois par jour pendant 2 semaines et après on va faire une décroissance progressive en fonction des symptômes et de la CRP. Donc ça, c'était le premier anti-inflammatoire et ensuite on va l'associer systématiquement à la colchicine. Voilà, donc la colchicine, elle va se donner à une dose de 0,5 milligrammes fois 2 si on a un patient qui fait plus de 70 kilos. Voilà, donc 2 comprimés de 0,5. Par contre, si c'est un patient qui fait moins de 70 kilos, on va lui donner un comprimé de 0,5 milligrammes par jour. Voilà, le traitement va durer 3 mois et donc ça va être, le même délai que pour l'arrêt du sport, enfin la même durée plutôt. La colchicine, elle va permettre de calmer la douleur et surtout, elle va diminuer les risques de récidive. Le problème, c'est qu'il va y avoir des interactions médicamenteuses potentielles avec le cytochrome P450. Voilà, c'est métabolisé par ce cytochrome. Il va falloir faire une surveillance biologique stricte, notamment au niveau des transaminases, de la créatinine, des CPK et après de la NFS et des plaquettes. Et la colchicine, elle va être contre-indiquée en cas d'insuffisance rénale sévère. Il faut l'associer, à une protection gastrique. Voilà, bon ça comme pour tous les anti-inflammatoires. On ne va pas mettre de corticoïdes en première intention dans la péricardite aiguë bénigne et il faut savoir que l'évolution est le plus souvent favorable. Voilà, voilà, donc si on résume, repos avec arrêt du sport au moins 3 mois et double traitement anti-inflammatoire avec AINS et colchicine. Voilà. Allez, maintenant, on va voir un petit peu les complications. Les complications de la péricardite aiguë. Alors je voilà, donc je reprends, l'enregistrement. Ah ouais? Stylé ça. Bon allez, les principales complications de la péricardite aiguë du coup, ben, ça va être, la myocardite, ce qui va donner du coup un tableau de myopéricardite. On aura du coup l'élévation de la troponine. Bon maintenant, je pense que vous allez le retenir. Le diagnostic va se faire à l'IRM cardiaque. On aura un rehaussement sous-épicardique et ça pourrait donner des risques d'insuffisance cardiaque et de troubles du rythme ventriculaire, ce qui en fait du coup, son caractère,
compliqué. Autre complication, la tamponnade, voilà et ensuite, la récidive. Ce qui est assez fréquent, on l'a vu dans la péricardite aiguë virale qui est bénigne, mais ça revient en 30 à 50 des cas. Et après la constriction péricardique, donc ça, qu'est-ce que c'est? On en a un petit peu parlé déjà. Enfin, on a évoqué cette complication, mais on n'a pas vu ce que c'était. C'est une péricardite chronique qui est calcifiante, en fait, avec une évolution progressive, du coup, vers l'insuffisance cardiaque droite et le diagnostic de cette constriction péricardique, elle va se faire au cathétérisme, du cœur droit. Et donc là, on aura un deep plateau, ce qui s'appelle, et une égalisation des pressions diastoliques. Voilà. Alors que normalement, bien sûr, on a une pression, plus élevée dans le cœur gauche. Donc là, il y aura une égalisation des pressions. Maintenant, on va voir un petit peu les principales étiologies devant la tamponnade. Donc là, les causes les plus fréquentes de tamponnade, ça va être, les causes, de purulence. Ça fait un gros épanchement souvent, donc tamponnade. Les causes, néoplasiques aussi, tuberculeuses et également traumatiques. Traumatiques pourquoi? Parce qu'en fait, il y a une installation brutale et du coup, voilà, ça va faire une tamponnade, parce que le péricarde n'aura pas eu le temps de se dilater, on va dire et pour recevoir tout cet épanchement. Et donc là, cependant, la péricardite virale, elle peut également, elle aussi, évoluer vers la tamponnade. Voilà, donc il y a pas forcément ces petites causes-là. Voilà et pour faire le diagnostic justement de la tamponnade et donc là, c'est la dernière partie, heu, dans le cas d'une tamponnade, on va avoir une adiastolie. Donc là, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le ventricule droit, c'est généralement le droit, mais aussi le gauche, ça peut arriver. Donc là, ils vont pas arriver à se remplir du fait de la pression extérieure qui est exercée par l'épanchement. Voilà. Donc là, ça va former ce qu'on appelle un état de choc cardiogénique par une compression du coup des cavités cardiaques. Et donc le plus souvent, ça sera, de la cavité cardiaque droite où la pression va être la plus faible. Et donc ça, cette compression, elle va se faire par, l'épanchement péricardique souvent abondant ou d'installation brutale. Voilà. Les signes cliniques de la tamponnade, du coup, ça va être une douleur thoracique avec une dyspnée positionnelle, une polypnée, puis une orthopnée, avec, de la toux, parfois une dysphagie, des nausées, le hoquet également, on l'a vu. Après, dans les signes cliniques, on aura des signes d'insuffisance cardiaque droite, de manière aiguë, donc, la turgescence jugulaire, le reflux hépato-jugulaire. On pourra avoir des signes de choc dans la tamponnade, avec du coup une tachycardie, une pression artérielle systolique inférieure à 90 millimètres de mercure, des marbrures, et les extrémités froides. Voilà. Les bruits du cœur seront également assourdis, et on aura un pouls paradoxal. Et donc là, le pouls paradoxal, c'est une baisse de la pression artérielle systolique de 10 millimètres de mercure à l'inspiration. Voilà, tout à l'heure j'ai dit l'augmentation je crois, mais donc voilà, c'est la baisse de la pression artérielle systolique de 10 millimètres de mercure à l'inspiration. À l'ECG, on aura un microvoltage lié à l'épanchement en fait, avec parfois une alternance électrique, car le cœur se balance dans le liquide abondant et il va donc changer d'axe. C'est ce qui va expliquer l'alternance électrique et donc la variation d'amplitude des QRS. À l'ETT, on pourra confirmer du coup la compression des cavités droites, surtout en inspiration avec, cet aspect de swinging heart, et on aura également le déplacement du septum qui est paradoxal en inspiration. Voilà, donc le septum paradoxal. L'urgence de la tamponnade réside dans le fait qu'il y a un risque d'arrêt cardio-circulatoire par une dissociation électromécanique. En l'absence de traitement et donc là, la confirmation échographique de la tamponnade va imposer le drainage. On l'a vu, le drainage, il peut se faire en urgence par voie percutanée ou par voie chirurgicale et en attendant le drainage, on va faire un remplissage,
vasculaire. Du coup, le remplissage vasculaire, il pourra se faire par des solutés, des solutés, isotoniques la plupart du temps, et avec l'introduction d'amines vasoactives. Voilà pour rétablir une pression artérielle satisfaisante. Voilà, voilà, et bien nous avons fini ce chapitre sur la péricardite aiguë. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Il y avait pas mal d'informations utiles, je trouve. C'est un bon chapitre celui-ci. Ça fait un petit moment qu'on n'a pas fait de cardiologie. Voilà, j'essaie de revenir assez régulièrement pour qu'on tourne au niveau des matières. Voilà, j'essaye de faire, de revenir, voilà, de pas enchaîner tout le temps les mêmes matières pour avoir un peu de diversité dans les épisodes. Voilà, si vous avez des suggestions à me faire concernant les épisodes d'ailleurs, n'hésitez pas à m'envoyer, un petit message ou à laisser un commentaire sur les publications Insta. Donc là, je rappelle que le compte Instagram, c'est l'externe podcast. Voilà, donc il y a des images, voilà, relatives à chaque item. Vous pouvez, aussi me poser des questions, me faire des suggestions, voilà, d'items que vous voudriez faire. Et après, voilà, je vous invite également à vous abonner au podcast si ce n'est pas déjà fait. Si vous l'écoutez sur Spotify, vous pouvez mettre une petite note, donc là, un petit 5 étoiles, ça fait toujours plaisir. Si vous l'écoutez sur Apple Podcast, je crois qu'on peut mettre des commentaires. Donc voilà, si vous voulez mettre un petit mot, n'hésitez pas, j'irai les lire avec une petite note si vous êtes satisfait. Voilà, allez, je vous souhaite une bonne journée à tous. Profitez bien de votre journée. Révisez bien, reposez-vous bien, mangez bien, faites du sport. Voilà, l'hygiène de vie, c'est ce qu'il y a de plus important. Et n'oubliez pas de vous faire des petits plaisirs. C'est ce qui fait qu'on garde la motivation et l'autodiscipline. Allez, je n'en dis pas plus. À la prochaine. Prends soin de toi et ciao, ciao.